Où va l'Europe après le Brexit? Comment l'Union européenne peut-elle rebondir? Quid aussi de l'élargissement, notamment vers les pays des Balkans? On en parle avec Enrico Letta. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous avez été le président du Conseil italien, disons le Premier ministre italien entre 2013 et 2014. Vous êtes aujourd'hui le président de l'Institut Jacques Delors, fondateur de l'Académie Notre Europe et enseignant à Sciences Po Paris. Avant de parler de l'Europe, et c'est d'ailleurs lié à ce que représente aujourd'hui l'Union européenne, on a tendance à l'oublier, mais le garant d'un espoir de paix entre Israéliens et Palestiniens, historiquement, ça a toujours été l'Europe. Jusqu'à preuve du contraire, les accords d'Oslo ont été signés dans la capitale norvégienne en 1993. 17 ans après, silence total quasiment de l'Union européenne. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont présenté ce plan quasiment sans, on va dire, contrepoint. Parce que l'Europe, sur ce sujet, a toujours été très divisée et n'a pas voulu faire des pas en avant qui soient compliqués, naturellement, mais aussi décisifs. Moi, j'ai beaucoup de confiance en Josep Borrell, le nouveau leader de la politique étrangère européenne, et je voudrais le pousser à faire vraiment, à prendre le courage, parce qu'on ne peut pas laisser le Moyen-Orient et surtout cette très triste situation dans laquelle elle est. Mais vous, sur cette question du conflit israélo-palestinien, comment voyez-vous la suite? Évidemment, je ne pense pas que le plan de Trump puisse être la solution. C'est un plan qu'il met aujourd'hui aussi parce qu'il a besoin dans sa campagne électorale de certains votes et de certains appuis. C'est pour ça que c'est le moment pour l'Europe de faire le pas. Et de faire entendre sa voix. Alors l'Europe a un nouveau visage aujourd'hui, 27 membres au lieu de 28, puisque la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, même si jusqu'au 31 décembre, il y a des négociations très dures qui vont se lancer, notamment au niveau commercial. Elle sort affaiblie, selon vous, de ce Brexit? L'idée qui est sortie depuis quelques semaines, c'est qu'elle est affaiblie. Dans les médias, dans la discussion, les Britanniques nous ont quittés, on a commencé un peu à pleurer, environnement sombre là-dessus. Moi, je pense qu'il faut un peu cesser tout ça. Parce qu'ils ont décidé de nous quitter il y a 3 ans et demi. Bon, maintenant c'est fait, ça a été même très compliqué. Maintenant, il y a des négociations, comme vous disiez, qui sont compliquées, mais tirons profit maintenant de leur sortie. Les Britanniques, qui ont donné beaucoup d'appui à l'Europe sur beaucoup de sujets, mais avaient mis aussi beaucoup de veto. Je vous en rappelle 3. Ouais. L'éducation. Vous ne voulez pas que l'éducation soit une compétence européenne. Le social. Ils ont toujours mis le veto sur le social. Jacques Delors avait tenté déjà veto sur le social. L'harmonisation fiscale. Pas d'harmonisation fiscale. Alors maintenant, il faut surmonter tout ça. Prenez les taxes. L'harmonisation fiscale, le manque d'harmonisation fiscale fait en sorte qu'il y ait 3 paradis fiscaux en Europe. Je dis les noms. Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, qui font en sorte que chaque pays européen, même en ayant la même monnaie, on ne peut pas avoir le levier de la taxation parce que à côté de toi, tu as un paradis fiscal. Enrico Letta, c'est intéressant ce que vous prenez comme exemple, la fiscalité, l'éducation, le social, parce que ce sont des domaines très importants pour les Européennes et les Européens, mais c'est important au sein même de l'Europe. Or, au niveau international, on sent bien qu'il ne reste plus que la France aujourd'hui en Europe qui a l'arme nucléaire et qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'autre pays, c'était le Royaume-Uni qui avait l'arme nucléaire et qui était membre du Conseil de sécurité. Donc à l'échelle planétaire, là pour le coup, c'est une vraie perte. C'est une vraie perte et je pense que c'est le sujet sur lequel il faut absolument tenir le lien. Je pense que tous les leaders européens le savent. Je pense que Boris Johnson le sait aussi. Le Royaume-Uni, sans l'Europe, est aussi beaucoup plus faible. Donc, sur le plan de la défense, il est absolument nécessaire que les négociations maintenant soient des négociations qui nous tiennent unis. Mais, je répète, ne pleurons pas seulement. Il faut faire des pas en avant maintenant. Faire des pas en avant. Par exemple, prenez le nom commissaire. Ouais. Est-ce que vous pensez, nous on parle, vous les journalistes, vous parlez toujours, le commissaire européen. Mais le commissaire, c'est Maigret. Le commissaire, pour un homme politique, le mot commissaire, c'est pas le bon nom. Changeons le nom commissaire, appelons-les ministres. C'est les ministres européens. Commissaire, ça donne l'idée aux gens que c'est quelqu'un qui impose quelque chose. Mais ministre, ça donne un gouvernement aussi supranational qui dépasse le ministre local. C'est un gouvernement
C'est un gouvernement européen. Appelons-les ministres ou secrétaires. Vous savez, en latin, ministre, ça veut dire quelqu'un qui est au service. Comment on dit en italien d'ailleurs, commissaire? Ministri o commissari. Mais Ministri commissaire, je répète, c'est Maigret, c'est Montalbano, c'est Derrick, c'est pas celui qui a... Vous restez quand même dans l'Europe, en tout cas, avec Maigret et Derrick. Alors, il y a aussi, tiens, cette déclaration de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui déclare que ce Brexit, au fond, c'est un bon moyen pour l'Union européenne d'être moins russophobe. Pour un diplomate, c'est plutôt étonnant, notamment venant de sa bouche, vu qu'il est quand même chevronné. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un intérêt de tous de chercher de renouer les liens avec la Russie et de faire en sorte aussi que les Russes changent leurs attitudes et leurs positions, qui ont été pendant tous les derniers temps des positions qui ont visé la division de l'Europe. Ils ont fait tout le possible pour pousser en faveur de leaders qui travaillaient pour faire sauter l'Europe. Quand on les a vus. Ce ne sont pas les États-Unis qui ont joué cette carte de la division. On se souvient de John McCain à Maïdan, notamment. Trump aussi. Quand Trump dit « mon ennemi, c'est l'intégration européenne », il est clair que c'est la même chose. Mais dans le cas de la Russie, je pense que c'est un intérêt réciproque. Naturellement, il faut le faire en sachant que les Russes doivent changer d'attitude. Ce qu'ils ont fait pendant les dernières années est intolérable. Mais oui, il peut se passer que toute cette nouvelle situation géopolitique emmène quelques éléments positifs. Vous avez cité le président des États-Unis, Donald Trump, qui s'apprête à briguer en novembre prochain un second mandat. Il appelle aujourd'hui l'Union européenne à lancer de véritables négociations pour un accord commercial. C'est plutôt positif ? Oui, c'est plutôt positif, même si jusqu'à maintenant, il nous a tapé, et seulement parce que l'Europe est unie et qu'on a ensemble la politique commerciale. Donc c'est grâce à l'Europe qu'on est capable de le stopper. Si on était tous divisés, ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de dire, bon, on fait un attaque protectionniste contre un pays, contre l'autre, et la dimension des États-Unis contre un seul pays européen aurait été terrible. Donc, le fait qu'on est tous ensemble, c'est une très grande force, c'est un grand atout. Maintenant, il faut continuer dans cette direction qui est celle de stopper le protectionnisme et d'éviter naturellement que le protectionnisme touche les intérêts vitaux de l'Europe. L'Europe vit de commerce international, donc il faut éviter que Trump continue. 27 pays membres, je le disais, avec le départ de la Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes pour un élargissement, vous, à titre personnel et en tant qu'ancien président du Conseil italien, vers certains pays des Balkans? On pense à la Croatie, on pense à la Slovénie notamment. France, Allemagne et Pays-Bas s'y opposent. Non, on pense les trois pays qui sont aujourd'hui en pipeline, c'est la Serbie, c'est l'Albanie et c'est la Macédoine du Nord. Ça, c'est les trois pays qui pourraient rentrer dans un avenir proche, c'est-à-dire dans 10 ans. Donc pour vous, c'est bien? Moi, je pense que c'est bien. Je pense que, surtout dans le cas de Macédoine du Nord, vous voyez, il y a eu un grand accord entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Ils ont trouvé l'accord sur le nom. Il est incroyable que sur un nom, on se bloque, mais le nom Macédoine était un nom qui réveillait tous les nationalistes. Ils ont trouvé un accord, Tsipras et le Premier ministre de Macédoine du Nord. Maintenant, cet accord a été fait. Bon, il faut les aider à avoir un parcours vers l'Europe. Il faut toujours savoir que toute l'instabilité européenne a toujours débuté dans les Balkans. Il ne faut pas laisser les Balkans dans le chaos. Il faut les aider à entrer. Naturellement, il faut qu'ils respectent des règles, mais je pense qu'en perspective, ce n'est pas une entrée demain, c'est une ouverture de négociation. Je pense que c'est mieux de le faire que de les laisser dehors. Merci beaucoup Enrico Letta d'avoir répondu à nos questions donc, sur l'actualité en Europe post-Brexit. Merci à vous.